Vous écoutez Parole de France, le podcast politique de Cluster 17. Cette émission interroge des Français sur leur parcours de vie et sur les principaux clivages du débat public selon notre méthode de segmentation de la société en 16 groupes homogènes. Pour chacun des épisodes, je suis parti à la rencontre de connaissances, d'amis, de membres de ma famille représentant l'un des 16 clusters. Je leur ai posé les mêmes questions sur les mêmes sujets. Parole de France, une émission produite par Guillaume Tricard pour Cluster 17. J'ai rencontré Clémence l'année dernière à l'occasion d'une soirée chez l'une de mes meilleures amies. Nous avons immédiatement sympathisé. Clémence a 32 ans, elle est issue d'un milieu modeste. Elle a grandi avec sa mère et son frère dans un petit village du Jura. Clémence travaille dans une association qui intervient sur des missions de démocratie participative. Je rejoins Clémence chez elle. Elle vit au rez-de-chaussée d'une maison de ville, dans un quartier mêlant petits immeubles et grands ensembles, situé entre le centre-ville et les quartiers nord de Montpellier. Clémence fait partie du cluster des multiculturalistes, un groupe très éduqué, marqué par la radicalité, à la fois sur la critique des élites et du capitalisme, et sur le progressisme sociétal. En 2017, ce groupe avait voté à plus de 60% pour Jean-Luc Mélenchon. Benoît Hamon avait réalisé son meilleur score au sein de ce groupe, atteignant les 20%. Bah installe-toi, écoute, je sais pas, tu veux un truc? Ouais, une bière, c'est bien. Une bière. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais me raconter d'où tu viens et où est-ce que tu as grandi ? Alors je suis une jurassienne, une pure jurassienne, donc je suis née dans le Jura et j'ai grandi dans le Jura jusqu'à mes 18 ans. Le nom du village où j'ai grandi, c'est Beaufort. En fait, ça évoque le fromage qui ne vient pas en fait du Beaufort où j'ai grandi. Et donc c'est un petit village genre un peu moins, enfin autour un peu moins ou un peu plus de 1000 habitants. Du coup, on était dans un village où tu vois, mon oncle habitait à 5 minutes à pied, ma tante à 5 minutes à pied, mon grand-père à 15 minutes à pied. Enfin voilà, c'est très le fief familial maternel. Voilà, et du coup, j'ai une famille, enfin je connais pas ma famille paternelle et du coup, c'est vraiment le seul ancrage. Le seul endroit où j'ai vécu et c'est mes seules vraies origines. Tu connais ton père ? Non, il est parti du coup quand j'avais 2 ans, enfin 1 an et demi, 2 ans. Tout ce que je sais donc c'est que mon père est tunisien, enfin de nationalité tunisienne, à mes 2 ans il est retourné en Tunisie, vivre en Tunisie et apparemment il vit encore là-bas. Enfin, quand j'étais assez grande pour comprendre qu'il était parti et qu'il avait laissé ma mère gérer 3 gosses toute seule, je me suis dit c'est pas quelqu'un qui m'intéresse quoi, c'est... Ton adolescence ou ton enfance, tu la trouves assez heureuse ou pas ? Ouais, grave, Ouais. très heureuse. J'ai été du coup très proche de mon frère, on avait fait un peu le duo infernal. Cette espèce de cocon familial, vraiment ça m'a... On roulait pas sur l'or, ma mère elle galérait un peu. On se rendait bien compte qu'on n'avait pas autant que les voisins, etc. Mais en vrai, on a plutôt été heureux, on nous a fait faire plein de trucs, on a pu faire des activités... du judo, du foot, de la peinture, enfin voilà, elle nous a jamais limités quoi. Vous partiez en vacances par exemple ou c'était C'était très rare, hein. Je pense qu'on est parti de toute mon enfance, on a dû partir 2 ou 3 fois je pense en vacances. Je me souviens de 2 fois, on est parti proche de la Méditerranée, pas très loin de Montpellier je pense que c'était, et c'était toujours des trucs, pas des préfabriqués, mais enfin pas des mobil-homes, mais ma mère en fait elle travaillait à la poste et du coup c'était le truc le des village PTT, vacances de la et Poste. du coup souvent c'était Ouais. des villages vacances de la Poste quoi. Mais j'ai un très bon souvenir, hein. Aujourd'hui je pense que si j'y retourne, peut-être je kifferais moins, mais à l'époque c'était trop bien quoi. Oui, parce que du coup, j'allais te demander, donc ta mère, qu'est-ce qu'elle faisait ou qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en retraitée aujourd'hui ? Alors elle est retraitée, c'est un peu particulier parce qu'elle du coup elle est retraitée de la Poste, donc elle a été guichetière. Et puis après, elle est montée, c'est le montage, enfin, l'avancement interne à la Poste, et elle a fini chef d'établissement. Et tes grands-parents, tu sais ce qu'ils faisaient comme métier ? Alors j'ai connu de tous mes grands-parents que mon grand-père maternel. Il était maçon, enfin artisan maçon à son compte. Pratiquant, mais même à la retraite, en fait, il continuait à être maçon. Déjà, quand il exerçait, il était maçon en mode schlag, c'est-à-dire qu'il ne se faisait pas payer ou en bouteille de vin. Et voilà, et il a continué à faire ça, en fait, pour dépanner les gens à droite, à gauche. Tu te souviens de ça, de la solidarité, là ? Les gens se connaissaient dans ton village Alors oui et non, du coup quand on sait que t'es la petite fille de Pierrot, voilà, les portes s'ouvrent un petit peu, il avait une sorte de réputation. Par contre, il y avait aussi ce côté petit village que moi j'ai mal vécu. Moi j'ai découvert à 9 ans ce qu'était le racisme, je l'ai vécu de plein fouet. Et du coup là je commence à comprendre ce que c'est, etc. Donc ouais, il y avait la solidarité, il y avait aussi une sorte de violence, de repli sur soi
Et moi, j'ai jamais eu l'impression de faire partie du village, quoi. Donc à 18 ans, tu pars de chez toi. C'est ça, à 18 ans, tu pars de chez toi? Ouais, je pars faire mes études. Je suis partie à Lyon. Du coup, oui, j'ai pas situé, mais Beaufort, c'est donc loin de tout, mais proche de quelques trucs. On est à 1h15, 1h20 de Lyon, pareil, 1h30 de Besançon et tout. Donc moi, j'ai choisi d'aller à Lyon et j'ai étudié donc, les sciences politiques et aussi j'ai fait l'étude des langues et civilisations anglaises. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu fais aujourd'hui, toi, dans la vie? Ouais, du coup, professionnellement, aujourd'hui, je suis salariée dans une association. En fait, en sortant de Sciences Po, je me suis rapidement orientée sur la démocratie participative ou la concertation. En fait, l'idée juste de savoir accompagner des citoyens à s'exprimer et à faire en sorte que ce qu'ils disent ait un impact sur les décisions prises par les collectivités locales. Et du coup, ça, pour moi, ça a grave du sens de se dire que je fais ça au quotidien et que je suis payée pour faire ça, c'est plutôt cool. Est-ce que, du coup, tu te considères appartenant aux élites? Bah, je me considère pas du tout comme faisant partie des élites. Parce que pour moi, les élites, c'est une accumulation de plusieurs pouvoirs, pouvoirs politiques, économiques, culturels, et je pense pas du tout d'être dans le camp du dominant où mes idées sont dominantes. Donc ouais, par exemple, quand je faisais Sciences Po, tu vois, j'ai galéré, hein, j'étais étudiante, je fonctionnais avec mes bourses, vraiment, je galérais de ouf. Et en fait, dès que tu dis que tu fais Sciences Po, tu fais partie des élites. Pas du tout, les gars. Hein. Par contre, j'ai une dissertation à rendre et j'ai trois petits jobs à côté. Je fais pas partie des élites, tu vois. Par contre, t'en côtoyais. C'est la première fois où t'as... Ah ouais, par contre, très vite, tu vois, genre, je bossais... les jobs que j'avais, c'était dans une école privée. Une école privée catholique dans le 3e arrondissement vers Montchat à Lyon. Là, j'ai vu les gens, hein. Voilà les gens, je te jure, c'était des petites claques. À Sciences Po, tu vois très bien qui a des parents qui sont dans les classes CSP+, et qui galèrent, qui vient de Lyon 2, en fait, tu vois. Tu passes pas du rural prolétaire à l'élite. En fait, il y a un entre-deux, je pense, et je me situe plus entre ces deux pôles, quoi. Mais là, tu me parles comme si t'étais quelqu'un déjà de politisé à 18 ans. Je pense qu'à 18 ans, ouais, j'étais déjà politisée parce que, déjà, je peux pas dire que ma mère m'a pas politisée, même si elle nous a, le fait qu'elle ait été dans un syndicat, elle y dédiait son temps, donc nous, on entendait des conversations, même si ma mère est pas marxiste, hein, faut pas croire, c'est plus une sauce d'aime, mais ouais, il y avait déjà ça, c'est sûr. Et puis, tu vois, l'expérience du racisme aussi toute petite, je peux pas dire que ça m'a pas politisée, je me suis tout de suite renseignée sur mais c'est quoi être raciste, pourquoi les gens sont racistes, qu'est-ce qu'on a à répondre à ça. Et après, donc, c'est vrai que ça j'en ai pas parlé, mais plus tard, donc vers mes 12 ans, 13 ans, je comprends que j'aime les filles aussi. Et je comprends que ça va pas être facile non plus. Et du coup, il y a cet autre truc où je me dis, oh putain, je décide très vite je le cache et on verra quand je serai partie de Beaufort, quand je serai partie du Jura pour le vivre mon truc, tu vois. Mais du coup, en coulisses, un peu, je me renseigne aussi sur ce sujet-là, sur les luttes queer, féministes, etc. À cet âge-là, tu te dis à 18 ans, la politique, c'est voter à des élections ou c'est plus compliqué que ça? J'ai vachement un truc déjà de la politique, je l'associe au vote, parce que je pense que tout le monde associe ça au vote à tort ou à raison, mais je l'associe beaucoup aussi au débat d'idées. C'est-à-dire que je comprends qu'il faut aussi avoir les armes et débattre, savoir parler des sujets, comprendre les sujets et savoir défendre tes idées. Donc je l'associe vachement aussi à ça, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Je comprends qu'il faut maîtriser un peu la langue française, et je suis très loin de la maîtriser, mais je pense qu'il faut avoir une aisance à l'oral, et du coup ça me fait aussi aimer débattre, quoi. Et par exemple, quand tu as eu 18 ans, ou même quand tu avais 16 ans, tu étais excitée à l'idée de voter? Ouais, il y a aussi le fait que du coup j'ai longtemps, très longtemps cru, et surtout à 16 ans, 16-18 ans, je pense que c'est le moment où j'y croyais le plus tu vois, l'esprit républicain, la démocratie française parfaite, et du coup j'associais vachement démocratie et vote, et je voulais faire partie de ce truc. Et du coup, la première fois que j'ai voté, je crois que c'était... c'était 2012 ou pas? Je pense que c'était 2012. J'étais contente d'aller voter. En plus, la première élection, c'était les présidentielles. Pour moi, j'étais comme une dingue. Je participais à un truc, quoi. Et du coup, j'avais lu les programmes, j'avais été assidue. Du coup, j'allais voir ma famille. On n'a pas tous les mêmes idées dans ma famille. Et j'allais voir, dire, t'as vu ce programme-là, il est intéressant, etc. Je militais en tout cas dans mon petit noyau. Du coup, politiquement, bon, tu te définis de gauche. Ouais.
Tu dirais que tu es de gauche radicale, de gauche tout court, d'extrême gauche J'ai rarement à le qualifier, j'avoue. Mais je dirais, ouais, gauche. Non, gauche radicale, c'est pas un terme qui me parle. Je pense que je suis de gauche radicale, mais c'est pas un terme qui me parle, donc je dirais pas ça. J'ai des idées de gauche, quoi. J'ai jamais été encartée. Par contre, du coup, j'étais quand même en sciences politiques, donc on avait ces discussions-là un peu de facto avec mes camarades de classe. Je me souviens d'un meeting où j'ai choisi de pas aller, c'est-à-dire que toutes mes potes allaient au meeting de Mélenchon. C'était un gros meeting, je crois, au Transborder à Villeurbanne. Et toutes mes potes y étaient allées, et je sais pas pourquoi, j'ai décidé de pas y aller, alors que les idées de Mélenchon étaient plutôt les idées que j'avais à l'époque. Et du coup, après, tu as intégré des associations ? Ouais, enfin des collectifs. En fait, je cherchais des lieux safe pour les personnes LGBT. C'est pas vraiment du militantisme, mais le fait que ces lieux puissent exister et les soutenir, c'est une forme de militantisme. Et après, je faisais la plupart des marches de lutte contre le sexisme. Et à l'époque, vraiment, aujourd'hui, bon, c'est un peu pas le truc à la mode, mais c'est un sujet beaucoup plus démocratisé. À l'époque, c'était des trucs, on était 12 ans. Quelles sont les raisons principales qui te font voter ? Il y a les questions, en fait, idéalement, je dirais les questions de genre. Malheureusement, c'est pas des questions qui sont débattues, donc si je peux pas prendre que ça. Et les questions sociales, alors c'est un peu large comme terme, mais la défense, la défense des travailleurs, l'approche, tu vois, du système carcéral, et puis l'écologie, clairement. Je sais plus, j'ai vu un chiffre là il y a pas longtemps, c'est 2% de l'espace médiatique est consacré aux mesures de transition écologique. Enfin, moi ça me dépasse, quoi. Donc ouais, je pense que ces trois, les questions de genre, les questions sociales et les questions d'écologie, je pense que c'est les sujets qui me... Donc du coup, toi, tu as commencé à voter, tu disais en 2012, donc tu te souviens d'avoir voté Mélenchon là au premier tour ? Ouais. Et au deuxième tour, tu t'avais voté Hollande là ? Ouais. Avec conviction ? Honnêtement, j'étais pas dégoûtée d'aller voter Hollande. J'ai pas connu un président de gauche. Donc en fait, pour moi, Hollande, c'est déjà un truc ouf, quoi. Après Sarkozy, moi j'avais vécu vraiment Sarkozy, je me disais mais qui est ce gars, quoi. Enfin, c'est ouf. Et du coup, Hollande, pour moi, c'était positif. Après, évidemment, quand il y a Valls, quand il y a Macron, là, je titille un peu plus, quoi. Le gouvernement, j'étais pas fan. Christiane Taubira, je la connaissais pas, mais en tout cas, elle a fait le mariage pour tous. Le reste du programme, voilà, d'un point de vue économique, le ministère de l'Intérieur, d'échéance de nationalité, tous ces trucs-là, moi j'étais ulcérée, quoi. Et du coup, après, j'étais assez claire avec moi-même où je regrettais pas mon vote pour Hollande, parce que je savais pourquoi j'avais voté pour Hollande, pour le mariage pour tous. T'as voté pour qui en 2017 ? Mélenchon. Ouais. Le deuxième tour ? Au deuxième tour, Macron. Même l'horreur qu'est Macron, et même aujourd'hui, tout le monde le regrette. Moi, je regrette pas d'avoir voté Macron. Je regrette pas du tout, parce que moi, je me le dis, le lendemain de l'extrême droite au pouvoir, on ne sait pas ce qui se passe. Et Macron, on sait ce qui se passe. C'est la merde, vraiment, c'est la merde, on sait ce qui se passe. Mais au moins, on sait ce qui se passe. La grande élection, entre guillemets, là, c'est dans 3 mois maintenant. Est-ce que tu t'y intéresses particulièrement à cette élection ? Particulièrement, oui, c'est quand même un truc ultra central. On va dire dans l'information que je consomme, je pense que les 60% de ce que je consomme, c'est autour de l'élection. Alors, des candidats, beaucoup autour de leur personnalité, etc. Mais oui, je m'y intéresse, je pense, un peu plus que la moyenne. Ouais. T'en parles beaucoup ? J'en parle beaucoup, je pense, surtout par rapport à mon entourage. Je suis sûrement celle qui est chiante, tu vois, qui en parle trop. Est-ce que t'as fait ton choix ? Est-ce que t'as en... J'ai voté Mélenchon aux 2 présidentielles précédentes. Assez logiquement, je pense voter Mélenchon. T'essayes de convaincre les gens autour de toi de voter pour Mélenchon ? J'essaye déjà de leur proposer de s'intéresser au programme. Parce qu'en fait, autour de moi, du coup, j'ai un public mes amis, c'est beaucoup des femmes pour qui le personnage de Mélenchon est problématique. Et du coup, je parle pas de Mélenchon, en fait, quand j'en parle. En tout cas, j'essaye de pas en parler. Et je parle du programme de l'avenir en commun. Mais après, c'est des amies qui, elles, sont vachement... du coup, c'est dans le milieu LGBT, qui sont vachement dans le souvenir Taubira, mariage pour tous, et qui sont vachement derrière Taubira, sans vraiment s'intéresser aux mesures, mais plus le personnage Taubira. Et du coup, voilà, je passe aussi mon temps à casser Taubira, ce qui n'est pas trop ma passion non plus. Enfin, voilà, du coup, c'est un militantisme pour l'avenir en commun, et puis pour leur dire dépasser les personnages, et aller voir quelles sont les idées et les propositions, quoi. Il y a quelques mois, pendant la primaire des Verts, quand il y avait le personnage, les idées de Sandrine Rousseau sur l'écoféminisme, etc., ça c'est quelque chose qui m'aurait fait clairement hésiter.
si elle était passée. Aujourd'hui, la campagne de Jadot a laissé de côté toutes les valeurs que mettait en avant Sandrine Rousseau. Du coup, voilà, au moins ça m'aide à moins hésiter. Le deuxième tour, en ce moment, il est plutôt en train de se jouer entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, plutôt que pour Mélenchon, qui est ton candidat. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Mes différences entre mes amis, mes débats entre mes amis, c'est Taubira ou Mélenchon. Enfin, moi, je suis très très loin de tout ça, quoi. Je parle de est-ce qu'il faut Taubira, Mélenchon ou Poutou, quoi. C'est ça mes conversations. Et du coup, je me mets des œillères sur. Je les vois pas, ces gens qui sont fans de Le Pen, fans de Zemmour, et j'arrive pas à me dire, mais qu'est-ce que je leur dirais s'ils étaient à côté de moi, quoi. Il y a des personnes dans ma famille qui, je pense, j'en parle pas avec eux, mais qui sont très fans de Zemmour, qui à l'époque étaient très fans de Le Pen. Et je pense que dans ma famille, par exemple, mon cousin et tout, je pense que c'est des gens qui ont été convaincus plus par Zemmour après que Le Pen. Mais aujourd'hui, je les vois plus, quoi. Et quand je les vois aussi rarement que ça se présente, j'en parle pas avec eux. Et nous, la gauche, quand je dis nous, c'est la gauche, j'ai l'impression qu'on s'est un peu mis sur des médias type Blast, tu vois, Mediapart, etc., où les gens qui vont aller regarder, c'est des gens qui ont déjà le système de valeurs de Mediapart, de Blast, etc., et du coup, on n'a pas ces chaînes-là, ces direct tweets qui vont toucher les gens dans leur crémière, et peu importe qui c'est, quoi. L'immigration a pris une place centrale dans le débat public. Qu'est-ce que tu penses de l'importance de ces questions-là aujourd'hui dans le débat public ? Quand on entend les discours, et surtout on les entend toute la journée, les discours de haine, l'idée du grand remplacement, de réémigration, la normalisation de ces termes-là, le fait que toutes les clés du débat soient de toute façon données à des gens qui ont une vision ultra-néolibérale, ultra-conservatrice de la société, toutes les idées de gauche, en tout cas les idées d'accueil, on ne les entend pas. Et en 5 ans, j'ai l'impression, même pas, en moins, ça a été ultra marginalisé. Donc en fait, je me reconnais plus du tout et j'ai plus envie d'en parler de ces sujets-là, parce que juste, on a marginalisé ma pensée. Parce que toi, c'est quoi ta position, ta pensée sur ce sujet-là ? C'est assez simple, c'est que si des gens quittent leur pays, se déracinent de tout ce qu'ils connaissent, risquent parfois la mort pour arriver à s'en sortir, c'est à nous de les aider et de s'organiser pour qu'ils aient une place et que ça se passe bien pour eux, pour nous. Oui, il y a la place pour les accueillir, il faut juste qu'on s'organise. Ouais, ça va être peut-être chiant pour certains d'avoir que 6 résidences secondaires au lieu de 7, c'est peut-être un peu chiant, c'est vrai. Mais voilà, je pense que c'est faux, il y a du travail pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui... on dit, ouais, il y a le burn-out, c'est le mal du siècle, des conditions de travail on fait des 40 heures. Mais en fait, si on fait tous 25 heures de travail dans des conditions acceptables, en fait, on redistribue le travail et il y a du travail pour tout le monde. Quel est ton rapport avec la religion ou les religions ? Du coup, moi, je suis pas croyante. Je crois pas. Je suis pas religieuse et en plus, je ne crois pas à l'existence d'un dieu, d'un ou des dieux. Et du coup, aujourd'hui, ma relation, on va dire, aux religions est assez apaisée. Ça n'a pas toujours été le cas. Je te disais tout à l'heure, j'ai souvent cru longtemps cru dans le modèle républicain, la citoyenneté comme valeur suprême, etc. Et du coup, c'est vrai que vers mes 18 ans, j'étais une laïcarde vraiment de pure souche. Je lisais des trucs de Caroline Fourest et j'étais fan. Enfin, tu vois, genre, j'étais loin, quoi, j'étais un peu perdue. Et ça, tu vois, c'était quand j'étais à Beaufort et qu'en fait, il y avait un truc aussi où on m'associait à l'islam et j'avais compris que c'était pas un truc positif. Et du coup, j'étais pas anti-islam, mais j'étais anti-religion, quoi. Je voulais pas qu'on m'associe à quelque religion que ce soit, donc j'en faisais un étendard un peu, l'étendard laïca. Après, j'ai eu des potes à la fac, 2 potes, notamment des potes avec qui je traînais beaucoup, 2 potes musulmanes. Au début, quand je leur parlais, elles voulaient pas porter le voile, puis après elles se sont posé la question, elles en ont discuté entre elles, et moi j'étais souvent là quand elles en discutaient. En fait, je me suis dit, mais voilà, elles en discutent comme moi je discuterais de est-ce que je rejoins une asso, ou je sais pas, tu vois, genre c'était un peu le fait de les voir en parler, le fait de voir que ça a cassé mon mythe, de dire déjà... tu vois, je me disais féministe, mais c'était un féminisme à la Caroline Fourest.
Pour moi, le voile, c'était vraiment un truc ultra sexiste. En fait, les voir en discuter, j'étais là, en fait, c'est elles qui choisissent, c'est elles qui discutent entre elles, que les deux, tu vois. Donc déjà, ça a cassé ce mythe-là de croire que le voile était sexiste. Donc je me suis dit, en fait, peut-être déjà les pensées de féminisme conservateur, et c'est peut-être pas ça qui me correspond. Donc voilà, j'ai challengé tout ça. Et après, pareil, de voir comme c'était galère, de voir mes potes galérer à trouver du halal, je me dis putain, mais c'est pas. C'est limiter leur liberté que de ne pas leur permettre d'aller dans tel ou tel restaurant. Et idem à la cantine, parce que la cantine, c'est aussi. Si on veut dire que l'école, c'est l'égalité des chances et donner une chance à tout le monde, mais si tu empêches les gens de manger ce qu'ils doivent manger à l'école, finalement, tu limites leur accès à ce mythe d'émancipation par l'école. Donc, ça n'a pas de sens, quoi. On va passer à un autre sujet. Qu'est-ce que tu penses de la question de la fiscalité? Je parle rarement de fiscalité, mais de répartition des richesses, ouais. Je pense que c'est pareil, c'est pas le thème le plus central de la campagne, alors qu'en fait, c'est pour moi le nerf de la guerre, quoi. C'est où est-ce qu'on prend l'argent et où est-ce qu'on on le redistribue. Là, il y a quand même je trouve ça fort quand même que Mélenchon ait réussi à mettre en avant là, sa proposition sur l'héritage, qui est quand même assez. Je pense qu'au-delà des milieux qui suivent Mélenchon, c'est un truc qui a été entendu. Je pense qu'il faut ponctionner au maximum, taxer au maximum l'héritage, parce que vraiment, pour moi, c'est ce qui explique la reproduction des inégalités et la difficulté des gens de changer de milieu social, quoi. C'est vraiment, tes parents ont bossé dur toute leur vie, super, sachant que quand t'as 12 millions, c'est pas forcément le fruit du travail. Et du coup, toi, qui n'as pas forcément bossé, à un moment, tu as 12 millions qui tombent dans tes caisses. Et du coup, t'es pépouze, quoi. 12 millions, t'es vraiment bien. T'es très, très bien, tu vois. Et à côté, il y a quelqu'un qui a quitté le collège à 14 ans, qui depuis ses 14 ans taffe, et qui jamais dans sa vie n'aura même 20% de ces 12 millions. Jamais dans sa vie. Et qui peut me dire que c'est juste? Personne va me défendre que c'est juste. Toi, si tu devais qualifier, tu vois, ton identité, ton appartenance, qu'est-ce qui te viendrait en premier à l'esprit? Aujourd'hui, je sais pas. Aujourd'hui, je pense que je me sens jurassienne. Demain, tu me demandes dans un autre contexte, je te dirais que je suis française. Et puis, dans un autre contexte, je te dirais que je suis européenne. Voilà. Moi, vraiment, je pense que ça fluctue tellement. Ça dépend de la personne à qui tu parles, dans le pays dans lequel tu te trouves, etc. Moi, je suis très, très à l'aise à naviguer dans ces identités-là. Il y a des fois, je regarde un match de l'équipe de France, je suis française et je vais taper sur les autres nations. Il n'y a pas de souci, tu vois. Et puis, des fois, on parle du Jura. Ça touche une corde sensible, je vais être trop contente de parler de mon petit Jura natal et je vais me sentir jurassienne. Voilà. C'est ultra fluide pour moi, j'ai pas une identité. Puis des fois, je vais être face à des fachos et j'ai pas envie de me sentir française, je vais plutôt leur dire moi je me sens pas française, je vais limite mentir, à dire moi ça me parle pas du tout, votre nation, là, votre truc, ça me parle pas. Voilà, vraiment c'est très fluctuant, quoi. Est-ce que tu es attaché à l'Union européenne ou à l'Europe en tant que continent? Je pense, malgré moi, je pense que j'y suis attachée. Mais ça, honnêtement, je trouve qu'on a bien réussi le bourrage de crâne sur l'Europe en France avec des programmes, tu vois, Erasmus, ces trucs-là. Pour moi, ça a bien marché sur moi, quoi. L'idée d'une construction de la paix, qui est plus ou moins, en fait, si tu regardes les faits, plus ou moins vrai. Voilà, donc ouais, non, pour moi, ça a marché l'idée de se sentir européen, se sentir un peu proche des Néerlandais, proche des Allemands. Il y a quelque chose qui a marché pour moi, surtout comme j'ai fait une partie de mes études au Canada. Et du coup, il y avait direct, les autres Européens, c'est vrai, on traînait ensemble, c'est vrai, on parlait ensemble. Et l'Union européenne? C'est qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est une construction économique qui a un peu plus assis encore le néolibéralisme. Moi, je pense que le projet européen restait dedans parce que c'est gage de paix, d'échanges culturels, etc. Ouais, moi, je veux pas qu'on sorte de l'Europe, je veux pas que le projet européen s'arrête. Par contre, en effet, ça marche pas, quoi. Il n'y a pas de politique, de vision politique, géopolitique. Je voudrais qu'on aborde maintenant la question du mouvement des Gilets jaunes, savoir ce que tu as pensé du mouvement au début et puis au fur et à mesure. Tout début, je me souviens m'être dit c'est chouette ce qui se passe, quoi. Mais je regardais ça de très loin, j'avoue. Moi, je suis jamais allée sur un rond-point, rencontrer des Gilets jaunes sur un rond-point. Par contre, dans ma famille, il y avait des gens qui sont motivés à aller sur les ronds-points, Des gens du Jura?
Ouais, les gens du Jura, Donc ouais. plutôt des milieux populaires? Des milieux, populaires, je sais pas, c'est pas mal de le dire, mais populaires. Et du coup, moi, par contre, j'étais déjà dans un métier CSP+, je sais pas. Il y avait un côté où j'avais l'impression que c'était pas pour moi, les gilets jaunes, parce que je me sentais déjà plus populaire, quoi. J'avais fait ce transfuge de classe ultime où j'avais battu le final boss. Après, j'ai toujours soutenu de loin le mouvement des gilets jaunes, toujours eu une vision assez positive. Sauf, on va dire, il y a 2-3 semaines, une petite période, je sais pas combien ça a duré, où pour moi j'ai associé les gilets jaunes à l'extrême droite et à des idées plutôt conservatrices sur la société, quoi. À quel moment? Au tout début, je me suis dit c'est super ce qui se passe, et rapidement je me suis dit oh purée, finalement c'est peut-être pas si cool, quoi. C'est peut-être des idées trop à droite et trop à droite. Mais tu les suivais comment, du coup, sur les réseaux sociaux? Je suivais sur les réseaux sociaux, je suivais dans la presse, je suivais des gens qui, du coup, avaient soit par ma famille, soit des connaissances qui allaient sur les ronds-points ou qui ont écrit dans les cahiers de doléances à l'époque, etc., quoi. Tu considères que c'était un mouvement de gauche, que c'était un mouvement révolutionnaire? Mouvement révolutionnaire, ouais. Honnêtement, je pense que ça a été un épisode. De toute façon, il y a un avant et un après Gilets jaunes, donc ça a travaillé la société au point où, on peut parler de révolution pour moi. Dans mon travail, je vois des collectivités publiques et tout. Enfin, vraiment, ça les a calmés, quoi. Ils se sont dit, on peut plus faire comme on fait avant, tout seul dans notre fauteuil, et on risque rien. Donc ça, c'est une des réussites des Gilets jaunes. Après, par contre, donc ça, pour moi, oui, ça a marché, et j'en garde une sympathie, et c'est un mouvement révolutionnaire. Et ça, c'est un peu... Et de gauche, oui, parce que c'est des gens qui se sont battus pour leurs droits. Donc je pense que c'est un mouvement de gauche. Enfin, c'est aussi simple que ça pour moi. Sur l'avenir du monde, t'es plutôt optimiste ou t'es plutôt pessimiste? Optimiste dans mon pessimisme. Là, en ce moment, je suis assez pessimiste. Plus sur l'espèce humaine, en fait. La survie de l'espèce humaine. Je pense qu'on va droit dans le mur et que vraiment, on va tous crever, quoi. Parce que le changement climatique, le dérèglement climatique, c'est accessoire. On fait comme si ça n'existait pas, donc on va tous crever. Mais en même temps, ce sera peut-être positif pour la planète en elle-même. Je suis pessimiste pour l'espèce humaine, mais optimiste pour la planète, je pense. Quand tu as répondu à notre questionnaire, tu es tombé donc dans la catégorie des multiculturalistes. Non, je me reconnais bien dans l'idée d'accueillir plusieurs cultures, d'essayer de faire la synthèse de plusieurs cultures. Donc c'est un terme qui me va bien. Dans la catégorie multiculturaliste, il y a aussi toutes ces idées aussi d'être un peu anti-système, d'être radical. Donc au-delà du terme multiculturaliste, c'est des choses dans lesquelles je me reconnais bien, quoi. Bon, merci. De rien. Merci à toi. Ciao, à la prochaine.